Salut à tous, j'essaie d'avoir un angle à peu près convenable pour que vous puissiez voir mon petit schéma. Voilà, j'espère que c'est net. Voilà, alors, le thème d'aujourd'hui en fait, c'est vous expliquer un petit peu comment améliorer la frappe chez les boxeurs. Donc pour ça, on va prendre plusieurs explications qui sont logiques. Donc j'ai fait un petit schéma, vous m'excuserez pour le dessin, je ne suis pas très très fort en dessin, donc je vais faire un petit schéma pour expliquer un petit peu le phénomène de la frappe. Donc déjà, on va partir du principe que la frappe, c'est pas une poussée. Donc la frappe, il faut qu'il y ait un impact. Pour que cet impact il soit vraiment efficace, il faut que l'aller du coup de poing comme le retour soit aussi rapide. C'est ce qui crée une onde de choc et c'est ce qui va faire la douleur. C'est ce qui casse des côtes. C'est vraiment en fait ce qu'on appelle la puissance de frappe. C'est cette onde de choc. Donc pour créer cette onde de choc, il y a plusieurs phénomènes qui rentrent en compte. Donc là, j'ai fait un petit schéma approximatif de la position du boxeur lorsqu'il met un direct. Pour qu'on ait une onde de choc parfaite, d'accord, il faut déjà dans un premier temps que le boxeur ait une équivalence sur la répartition du poids de son corps sur ses deux jambes lorsqu'il frappe. Pourquoi? Tout simplement, si jamais il se retrouve trop sur la jambe avant, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une perte de poids donc, sur l'avant, donc une perte de percussion pour le retour. Comme je vous ai dit, le retour est aussi important que l'aller. D'ailleurs, idéalement, sur un plan musculaire, le boxeur devrait avoir la même masse musculaire si on mesurait un petit peu les muscles sur le devant comme sur l'arrière du corps. C'est-à-dire que par exemple, si on prend le bras, il faudrait que le biceps soit proportionnel au triceps afin que l'aller et le retour soient équivalents et que la puissance de frappe soit parfaite. Et qu'on ait donc cette onde de choc qui brise tout. D'accord? Je ne sais pas si je ne vais pas le tourner un peu plus comme ça, que vous voyez un peu mieux. Il y a un petit reflet. Voilà. Donc, idéalement, le boxeur, il doit être sur ses deux jambes lorsqu'il va frapper. Donc, lorsqu'il balance son direct, il faut qu'il soit correctement sur ses jambes, que ce soit sur la jambe avant, mais aussi sur la jambe arrière. Il ne faut pas qu'il y ait une perte en fait, de puissance sur la jambe arrière, par exemple. On voit de temps en temps les boxeurs qui ont la patte arrière qui traîne, d'accord? Et forcément, ils se font contrer très rapidement parce qu'ils sont souvent sur l'avant, ils ont du mal à repartir et ça a un impact aussi donc sur la percussion, puisqu'on va avoir un coup qui va plonger sur l'avant. Donc il faut idéalement que voilà, on ait une répartition du poids du corps identique, d'accord, sur cette jambe avant, sur cette jambe arrière, bien que la jambe arrière va se retrouver sur le bol du pied, évidemment lorsqu'on va frapper, parce que il est préférable que le boxeur, même si on voit quand même des boxeurs qui frappent pied à plat, il est préférable que le boxeur puisse pivoter sa jambe arrière pour avoir déjà une meilleure allonge, il va gagner en distance, mais aussi on va engager un peu plus facilement la hanche, donc le transfert des forces du bas vers le haut va pouvoir s'effectuer de la meilleure manière qu'il soit. Donc ici, voilà, meilleure répartition, des appuis parfaits. Ensuite, qu'est-ce qu'on constate? Donc ça, c'était juste pour une explication en fait du punch, comment avoir un punch le plus efficace possible. Maintenant, comment travailler ce punch? Ça, c'est plus compliqué. Donc déjà, on sait que le boxeur, il va travailler dans l'espace, d'avant en arrière, qui va tourner aussi sur lui-même. D'accord? Donc je vais le faire comme ceci, voilà. Il va travailler aussi dans ce sens-là. Et il va travailler sur les côtés. Donc, je vais faire le schéma. C'est un peu compliqué de faire un schéma comme ça, excusez-moi. Je vais faire le schéma comme ça. Donc, il va se déplacer d'avant en arrière. Il va se déplacer aussi sur les côtés. Et bien entendu, il va se déplacer de haut en bas pour prendre ses appuis. Donc, de haut en bas. Voilà. Donc, il a un déplacement total à 360 degrés. Donc, comment préparer le boxeur physiquement
pour que justement il soit efficace dans cet espace. C'est là où ça devient intéressant et c'est là où on se rend compte en fait que beaucoup d'erreurs sont commises par les préparateurs physiques. Alors attention, je ne suis pas en train de taper sur les préparateurs physiques parce qu'il y a récemment j'ai fait un post aussi sur la préparation physique concernant du gyrosport. C'est juste que il y a des sports où effectivement la préparation physique n'est pas encore optimum et c'est aussi des sports où la préparation physique est gérée encore beaucoup par les coachs de boxe, etc. Donc le milieu du préparateur physique n'est pas encore intégré réellement dans la discipline, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de connaissances et il y a très peu de préparateurs physiques qui ont de réelles connaissances sur ce phénomène-là, entre autres le développement du punch chez le boxeur. Donc on va avoir beaucoup d'entraînements basés sur le cardio, sur la vitesse, sur les déplacements, mais on voit jamais d'entraînement visant à renforcer le punch, ou bien alors de manière peu efficace. Quand je dis peu efficace, c'est-à-dire que je vais prendre l'exemple de la musculation. La musculation en tant que telle n'est pas appropriée pour la boxe. Pour la bonne et simple raison, dans un premier temps, qu'elle va faire une congestion musculaire, qu'elle va créer de l'acide lactique. Cet acide lactique, surtout au niveau des épaules, va faire baisser la garde du boxeur. C'est une très mauvaise chose. Et si elle est mal faite, elle a tendance à ralentir le boxeur. Elle a un point positif, effectivement, c'est qu'elle va peut-être augmenter la force, mais pas la percussion. Il faut bien dissocier deux choses. Pousser une barre, que ce soit sur des reps max pour augmenter la force ou pour augmenter la masse musculaire, n'a absolument rien à voir avec une percussion lorsqu'on met un coup de poing. C'est là où toute la différence se fait. Lorsqu'on met un coup de poing, on ne pousse pas l'adversaire. Comme je vous expliquais, on cherche à frapper de manière rapide, sèche, que l'aller et le retour soient équivalents au niveau de la vitesse, afin de créer cet impact, cette onde de choc qui va briser la partie qui est percutée. Donc, pour ça, la musculation en tant que telle n'a pas grande importance. Donc, il y a des méthodes en fait qui sont créées pour développer tout ça. Notamment le knockout conditioning qu'on a créé avec Dominique Paris, et je fais un petit peu ce post pour parler un petit peu de cette méthode qu'on a mis à jour et qui a très bien fonctionné, et que tous ceux qui l'ont utilisé ne peuvent pas dire le contraire, ils ont eu des résultats assez rapides. Donc cette méthode, elle a été basée sur ça, sur le développement du punch et sur cette prise d'appui au sol. Donc tout ce qu'on va travailler, on va le faire debout avec le boxeur. D'accord ? C'est-à-dire que lorsqu'on va travailler les abdominaux, on va les travailler debout. Lorsqu'on va travailler donc ces appuis, ces déplacements, on va les faire avec des charges, mais debout. Alors vous allez me dire, oui, mais comment il fait pour travailler en fait debout avec des charges? Tout simplement avec les kettlebells. Parce qu'on a créé donc un concept qui nous permet de reproduire les mouvements du boxeur, que ce soit l'uppercut, le direct, le crochet, avec une kettlebell, pendant que la personne elle est debout, en déplacement, ce qui va lui permettre d'améliorer ses appuis, parce que le fait de faire bouger la kettlebell, lorsqu'il va reproduire ses coups, va créer une certaine inertie, ça va jouer énormément donc sur ses appuis, ça va jouer énormément sur ses abdominaux, et du coup le boxeur se retrouve en situation réelle pour mettre un coup de poing. Ce qui fait que lorsqu'il n'a plus la kettlebell, il se retrouve dans une situation d'appui où il est beaucoup plus à l'aise, et lorsqu'il va pouvoir après mettre ça en application sur du sparring, automatiquement, il y aura un effet sur l'impact. Donc ça, ce sont les exercices qu'on a appelés de transfert pour améliorer le punch et la prise d'appui au sol. Mais il existe d'autres exercices, donc notamment le swing, que maintenant beaucoup de gens connaissent avec les kettlebells. Ce swing, en fait, va avoir la particularité donc, de créer cette assise au sol. D'accord ? C'est-à-dire que le boxeur, il est un petit peu comme un cavalier. Il a besoin d'être bien sur ses jambes, dos droit, pour pouvoir percuter. Donc ce swing va solliciter tous ses muscles. Il va solliciter donc les muscles des cuisses, les muscles du dos. En plus, il a la particularité de travailler le cardio, donc ça rajoute un côté positif à tout ça.
Donc déjà, on va prendre le swing qui est un très très bon mouvement donc, pour permettre l'amélioration du punch et de l'explosivité parce qu'effectivement, on a une phase de contraction-décontraction assez rapide sur ce mouvement qui fait que automatiquement, ça reproduit l'effort du boxeur. Le boxeur est constamment en contraction-décontraction. C'est d'ailleurs pour ça que les kettlebells sont vraiment l'outil numéro 1 de la préparation physique du boxeur. Donc on peut rajouter d'autres choses, on peut rajouter des élastiques, on peut rajouter des échelles de rythme, on peut rajouter plein de choses pour faire de la préparation physique qui vont être utiles. Mais les kettlebells restent l'outil numéro 1 pour cette bonne et simple raison, c'est que on a cette phase de contraction-décontraction dont le boxeur a besoin. On a aussi le travail de l'explosivité, on a le travail de la puissance et de l'endurance. Tout ce que le boxeur a besoin. En gros, on peut préparer un boxeur en développant tous ces facteurs sans lui faire prendre de poids. Ça, c'est intéressant. Parce que lorsque vous faites de la musculation, automatiquement, vous avez le risque de prendre du poids. Avec cette méthode d'entraînement, en fait, vous ne prenez pas de poids. D'accord ? D'ailleurs, ceux qui se sont préparés avec moi, comme Franck, que je suis en train de te voir regarder la vidéo, ils peuvent le dire, ils n'ont jamais pris de kilos en s'entraînant comme ça. Donc voilà, donc déjà dans un premier temps, on a parlé donc de cette prise appui au sol, comment conserver en fait cette position, un truc que je vais appeler la position du cavalier, hein, donc cette position où le boxeur il est bien sur ses jambes, et chaque coup qu'il va donner, en fait, sera bien en appui sur ses jambes. Il n'y aura pas de perte d'équilibre, que ce soit sur l'arrière, sur les côtés, sur le devant ou sur le derrière. Donc déjà, ça, c'est une garantie, en fait, de la percussion. D'accord ? La percussion, il faut absolument donc que le boxeur soit bien sur ses appuis. C'est ce qui va garantir, en fait, la puissance de frappe. Ensuite, on va regarder le tronc. Donc le tronc, c'est la partie qui va transférer les forces des jambes vers le haut. Donc, partie abdominale, excessivement importante chez le boxeur, et partie lombaire, pas assez travaillée à mon avis chez les boxeurs. Donc on en revient au swing, qui lui va travailler énormément cette partie lombaire, donc très très utile. Et la partie abdominale. Donc là, cette partie-là, beaucoup de préparateurs ou beaucoup de boxeurs font des crushs, voilà, allongés, où ils se relèvent, etc., etc. Cette manière de travailler les abdominaux n'est pas du tout spécifique pour le boxeur. Pour la bonne et simple raison que debout, les abdominaux ne travaillent plus de la même manière. Donc, lorsqu'on veut un transfert des forces optimales, il faut travailler les abdominaux debout. Pour ça, on peut le faire, donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, avec un transfert des forces avec les kettlebells, mais aussi avec ce que Dominique Paris a créé, c'est-à-dire un élastique qui va se retrouver accroché, par exemple, sur ce côté-là, et lorsqu'on va travailler des pivots, d'accord, en position, en garde de boxe ou en garde inversée, ça va nous permettre de travailler les abdominaux, renforcer les obliques, créer en plus, continuer à conserver les appuis au sol, et améliorer donc l'assemblée abdominale de manière spécifique. Donc lorsqu'on a déjà ces facteurs, qu'on a des bons appuis au sol, qu'on a un dos solide et qu'on a une bonne sangle abdominale, on a déjà plus de chances d'avoir une bonne percussion. Ensuite, on passe par quoi? On passe par l'épaule. D'accord? Donc cette transfert des forces va monter à l'épaule. L'épaule, automatiquement, il faut qu'elle soit solide, il faut qu'elle soit puissante. Et il faut, et bien évidemment, que ce soit l'avant comme l'arrière de l'épaule qui soit puissant. D'accord? Le boxeur, lui, a besoin d'avoir des épaules résistantes parce qu'il va se déplacer en garde, il va avoir les mains hautes souvent. Donc, si jamais vous lui faites faire de la musculation avec haltère où il a des montées d'acide lactique, ça va lui baisser sa garde. Et ça, c'est très très mauvais. Donc, il faut des épaules résistantes, mais il faut des épaules aussi puissantes. Donc là, on va pouvoir travailler cette fois-ci debout, de la même manière avec les kettlebells, où on va solliciter encore les jambes avec par exemple des jerks. Donc lorsqu'on va effectuer un jerk, eh ben, on va effectuer une explosion avec les jambes et on va finir avec l'épaule.
Donc là, on va travailler l'épaule du boxeur, mais en même temps, on va lui travailler ses jambes. Donc on reste dans le spécifique encore une fois. Le boxeur a besoin d'explosivité, c'est sa priorité. Donc, avec le jerk, on va travailler donc cette explosivité, on va travailler ses épaules solides, rapides et explosives. Donc le jerk peut être un très très bon moyen de travailler l'épaule. Mais si on veut vraiment renforcer l'épaule sur un plan musculaire, on peut utiliser les military press. Donc avec 2 kettlebells, on va travailler très très dynamique, d'accord? Debout, encore une fois. Le dos étant légèrement en arrière, on va travailler aussi la sangle abdominale, donc on reste encore une fois dans le spécifique. Ensuite, la partie pectorale est aussi importante, mais pas si importante que ça. Mais néanmoins, il ne faut pas la négliger. La partie du pectoral et du rhomboïde est effectivement très très importante. Donc on va pouvoir, si on veut renforcer cette zone-là, d'accord, donc là on va partir plus sur un point musculaire, hein. Si on veut renforcer ces zones-là, on va pouvoir travailler effectivement à la limite en développé couché, mais à ce moment-là, autant le faire de manière le plus optimale possible. C'est-à-dire que au lieu d'être sur un banc simple avec une barre, eh ben, on va mettre le boxeur par exemple sur un Swiss ball, d'accord? Donc il va se retrouver en instabilité, ça va travailler ses abdominaux, ça va travailler son gainage, et en même temps, on va lui mettre 2 kettlebells au lieu de lui mettre des haltères. Pourquoi des kettlebells? Parce que encore une fois, on va travailler l'instabilité, donc on va renforcer les muscles profonds de l'épaule, mieux pour la percussion, hein. Si on a des muscles profonds solides, on a un bras qui va être plus solide, plus précis, d'accord, lors de la frappe. Donc on va lui mettre 2 kettlebells et on va travailler par exemple en développé couché alterné avec kettlebell sur Swiss ball. Donc avec une instabilité, renforcement du gainage, renforcement des abdominaux, renforcement de l'épaule et en même temps du triceps et de la partie pectorale donc, qui était sollicitée. Donc cette manière-là peut être faite de 2 façons différentes, d'accord? C'est-à-dire que soit en dynamique avec 2 kettlebells, soit avec une kettlebell très légère sur le bras avant, d'accord, pour travailler la vitesse, et une kettlebell un peu plus lourde sur le bras arrière. Pour que là, encore une fois, si on veut un thème un peu plus spécifique, on veut 2 jabs et un puissant coup bras arrière. On peut le faire aussi bras écartés comme bras coude collé au corps, ce qui est encore plus spécifique donc pour la boxe. On peut même aller plus loin hein, si je veux approfondir la chose, c'est-à-dire que faire un développé bras coude collé au corps et l'autre bras par exemple ouvert, d'accord? Donc voilà. Donc l'avantage aussi sur ce mouvement-là, c'est qu'on va travailler le biceps, le triceps, pardon. D'accord? Le biceps est aussi important. Il faudra le localiser ou bien le travailler en même temps qu'on va travailler donc cette partie dorsale. Voilà. Où là, on va pouvoir le faire sur un banc, sur ce qu'on appelle le rowing, le bûcheron, d'accord, où on va tirer. Donc là, effectivement, on va solliciter l'arrière de l'épaule, on va solliciter le biceps aussi un petit peu, le grand dorsal. Donc là, effectivement, une partie qui est très 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 importante pour le boxeur. Donc là, pour le retour, là on avait fait donc le devant pour l'aller, et là pour le retour, c'est une partie qui est très 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 importante. L'arrière de l'épaule est excessivement importante, autant que l'avant de l'épaule. Donc là, vous voyez, si on veut faire un renfort musculaire, on va pouvoir utiliser déjà ces exercices-là. Donc on a déjà un panel d'exercices assez intéressant, hein. Donc je le répète, hein, on a le swing, on a le jerk, on a le rowing, développé couché alterné, d'accord? Donc on a déjà quelques exercices qui sont intéressants, d'accord? On ne va pas chercher trop loin dans l'exercice, mais on a déjà ces exercices de base qui sont assez intéressants et qui sont assez efficaces, d'accord? Il y en a d'autres qui le sont encore bien plus, mais là je vais rester sur quelque chose de très très basique, d'accord? Afin de développer le punch. Donc ces exercices-là vont favoriser donc la condition physique du boxeur pour augmenter son punch, d'accord? Et pour finir, on va s'intéresser donc à l'avant-bras, au poignet et donc à la main. Et effectivement, là, on a souvent le cas de boxeurs qui se font mal aux mains parce qu'ils n'ont pas les mains assez solides lorsqu'ils vont frapper. Ils ont une excellente frappe, mais la main en fait ne suit pas. Donc là,
moi, ce que je vous conseille, les kettlebells, c'est très très bien, mais frapper un pneu avec une masse, c'est quand même quelque chose d'assez efficace. En plus de ça, donc ça va travailler les bras, ça va travailler la vitesse, ça va renforcer les épaules. Donc c'est quelque chose qui est relativement assez efficace et qui est un petit peu le partenaire du boxeur depuis la nuit des temps. Couper du bois également et l'est encore plus, surtout lorsqu'on va frapper une bûche à l'horizontale, parce que là effectivement on est vraiment dans le transfert des forces pour le boxeur. Les abdominaux sont excessivement sollicités. Là on a vraiment un effet incroyable, mais c'est toujours plus compliqué, hein. Couper du bois, c'est pas on peut pas venir avec son tronc à la salle et couper du bois. Donc effectivement, frapper un pneu, ça va être quelque chose qui va être assez efficace. Voilà, c'est quand même une vieille méthode et ça a toujours, c'est toujours au goût du jour, c'est toujours aussi efficace. Donc ça va renforcer sa main. Après, il y a d'autres petits exercices pour visser avec la kettlebell. On a pu voir une vidéo de Golovkin qui le faisait il n'y a pas longtemps. Donc il avait une kettlebell posée à plat, il la tournait de gauche à droite. Donc là, il travaille en fait son avant-bras. C'est un exercice qui est très utilisé par les féristes, hein, ceux qui font du bras de fer pour travailler le poignet. Donc cette méthode-là est très bien pour visser lorsque on va mettre un coup, donc visser son coup de poing. Voilà. Donc voilà en gros ce qu'on peut travailler sur quelques exercices simples avec peu de matériel pour le développement donc de la frappe du boxeur. Bien évidemment, associé à ça, il faudra associer ce que j'ai parlé un petit peu au début, donc le transfert des forces avec donc la kettlebell. Donc là, effectivement, reproduire les mouvements du boxeur. Donc là, celle-ci est un peu petite, hein, mais voilà, reproduire un uppercut par exemple comme ceci. Lorsque je fais ça donc avec une kettlebell, contrairement avec une haltère, donc l'haltère est fixe, hein, donc j'aurai pas le même impact, j'aurai pas le même effet. Avec la kettlebell, ça va créer une certaine inertie parce que donc le poids se retrouve vers le bas. Je vais avoir un travail abdominal beaucoup plus important. Je vais me faire embarquer donc par la charge, ce qui va m'obliger donc à être sur mes jambes et être beaucoup plus solide. Et donc forcément, lorsqu'on a de meilleurs appuis, on a plus de chances d'avoir une meilleure frappe. Voici quelques explications pour développer le punch chez les boxeurs. Quand je dis les boxeurs, c'est valable pour tous les pratiquants de sport de combat qui frappent avec leurs poings. Le phénomène est exactement le même. On voit beaucoup de choses. On voit énormément de choses hein, de nos jours qui sont plus basées sur le cross-training. On voit du battling rope, on voit plein de trucs. Comme je dis, tout peut être utile. Hein. Mais si on va vraiment chercher l'efficacité rapide hein, et qu'on veut vraiment quelque chose de rapide et qu'on veut vraiment du résultat, du pur et du dur, ça sera le meilleur moyen hein, en ciblant en fait ce qu'il y a de plus efficace comme exercice et en se focalisant dessus. Le battling rope c'est très bien, hein, mais encore une fois, ça ne va pas vous développer votre punch. Lorsque vous voulez travailler la vitesse par exemple des bras, hein, vous prenez une barre et vous faites cet exercice-là. Je ne connais pas le nom de cet exercice, mais bon, c'est un exercice qui est très très efficace pour la vitesse des bras. Vous n'avez pas besoin du battling rope. Vous prenez un disque, de la même manière, vous pouvez le faire. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un battling rope pour travailler la vitesse des bras. D'autant plus qu'en le faisant de cette manière-là, vous rentrez encore une fois dans une partie spécifique. Ça veut dire que le boxeur, vous pouvez le mettre en garde. Et il a ses appuis, il est toujours dans la même position que la position dans laquelle il se retrouve lorsqu'il boxe. Ça, c'est très très important. Essayez de conserver donc le boxeur dans la position dans laquelle il se retrouve lorsqu'il est en combat. Et essayez de lui apporter des exercices dans cette position-là. Donc, il est debout, essayez de le faire travailler le maximum debout. Après, un travail d'élastique peut être très très intéressant, un travail d'isométrie aussi peut être très intéressant. Mais si on veut vraiment donc épurer et prendre le moins de mouvements possible pour un maximum d'efficacité, voilà, c'est ce que je vous conseille. Donc, swing, jerk, rowing, développé couché alterné. Déjà, vous avez une base. Vous avez une base à la fois pour le développement de la puissance du boxeur, pour le développement de l'explosivité
et pour le développement de la puissance, de l'endurance. Juste avec ces quatre-là. Vraiment, j'épure. Hein. Ça veut dire que je vais pas. Il y a d'autres exercices qui sont beaucoup plus efficaces, comme le double half snatch, mais qui sont beaucoup plus techniques. Donc, effectivement, on ne peut pas le proposer tout de suite à une personne qui n'a pas un minimum de connaissances techniques à l'utilisation de sous-outils. Parce que malheureusement, le point faible des kettlebells, c'est la partie technique. Et donc, c'est le fait qu'il faut avoir un minimum de connaissances techniques pour pouvoir l'utiliser. C'est pas hyper long, mais tous les préparateurs physiques n'ont pas forcément le temps et n'ont pas forcément les connaissances pour l'appliquer donc à leurs clients. Donc, jerk, swing, rowing, développer couche alternée. Déjà, vous avez une base. Là, vous avez une base, 4 exercices qui sont efficaces, vous êtes sûr d'avoir des résultats. Ensuite, transfert des forces. Donc, les exercices de transfert qui vont reproduire le direct, l'hypercute et le crochet, ça, c'est une obligation. C'est ce qui va vous permettre justement d'améliorer vos appuis. Donc, en fait, là, vous allez créer le physique et vous allez améliorer vos appuis derrière avec ces exercices de transfert. Là, vous avez donc un package total. Déjà, juste avec ça, vous êtes sûr et certain d'améliorer donc la puissance de frappe de vos boxeurs. Donc, je parle bien de puissance de frappe. Je ne parle pas de KO. On sait très bien que le KO est un phénomène où il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. C'est-à-dire qu'on a la précision, on a le timing. Donc là, on parle juste de puissance de frappe. On parle de frapper fort. D'accord? Uniquement ça. Donc avec ces exercices-là, déjà, voilà, on va rajouter aussi le marteau, hein, on va frapper sur un pneu, d'accord? Donc déjà, allez, 5 exercices ultra efficaces. Voilà. 5 exercices. Et je ne vais pas chercher compliqué. Parce que si j'en viens donc à travailler sur des exercices un peu plus complexes, comme le double half snatch, par exemple, où là, effectivement, j'ai un développement de l'explosivité qui est très, très intense. C'est un petit peu comme un arraché à la barre, hein, c'est la même chose, sauf qu'avec les kettlebells. Alors, l'avantage avec les kettlebells, c'est qu'on va pouvoir enchaîner les répétitions, mettre la personne en garde de boxeur lorsqu'il est en position de rack, etc. On travaille l'aspect mental aussi, puisqu'on va travailler sur de la durée tout le temps. Donc, il est dans le même état d'esprit que lorsqu'il boxe. Hein. Donc, par exemple, le double half snatch, lorsqu'on est capable donc de l'appliquer techniquement, là, on a un gain d'explosivité très, très, très important. Là, effectivement, c'est le summum du mouvement pour le développement de l'explosivité avec kettlebell. D'accord? Donc, associé à ça, bien entendu, le jerk. Hein, le jerk qui va être un mouvement en plus explosif et être hyper rapide. Donc, là où on va avoir une partie cardiaque hyper importante. D'accord? Donc là, on va vraiment rentrer là dans le cardio spécifique. C'est-à-dire que sur du jerk, par exemple, qui est un mouvement ultra rapide, le boxeur, si vous le faites travailler sur des rounds, par exemple des rounds de 2 minutes ou des rounds de 3 minutes si vous avez un professionnel, hein, et vous lui donnez une intensité minute, il va avoir une cadence régulière sur ce round-là. Vous lui dites par exemple, allez, 10 répétitions minutes, hein, sur 3 minutes, il aura 30 répétitions à faire et vous faire travailler sur plusieurs rounds. Vous faites un temps de pause équivalent à son temps de pause lorsqu'il boxe, ou bien vous le réduisez pour augmenter justement le taux de fatigue et améliorer la condition. Et là, effectivement, vous avez un cardio qui va être linéaire, c'est-à-dire que lorsque le boxeur, après, il va se retrouver en sparring ou en combat, il aura une boxe linéaire. Il n'aura pas des hauts et des bas au niveau de la fatigue. Il sera linéaire. Voilà, il pourra être constamment sur son adversaire. Ça, c'est très intéressant parce que ce phénomène-là, avoir un boxeur qui est constamment sur vous, ou même si vous avancez, il recule, mais il est en action, c'est très très déstabilisant psychologiquement. Et en plus, ça donne plus de chances donc au boxeur de marquer des points et de finir le combat. Cette pression est très très importante. Elle est importante psychologiquement comme physiquement. Et donc cette pression, on peut l'obtenir justement avec un travail avec kettlebell, notamment avec le jerk, en travaillant de cette manière-là. Donc voilà, quelques petits exercices, un bref résumé parce que ça serait très long à expliquer. Hein, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut rajouter donc, pour travailler sur le développement de la frappe. D'accord, notamment le fait de jeter des poids en extérieur, par exemple pour l'explosion aussi, c'est quelque chose qui est assez efficace. Mais bon, voilà, là j'ai relativement schématisé, j'ai fait quelque chose de très court, très bref, juste pour parler de ça. Donc le swing, le jerk, rowing, développé couché,
les exercices de transfert avec kettlebell et le sledgehammer frappé sur un pneu. Déjà là, vous avez la possibilité de travailler l'explosivité, la puissance, l'endurance que demande le peuple. Et en plus de ça, vous allez améliorer les appuis du boxeur, vous allez améliorer ses déplacements, vous allez améliorer son assise au sol. Ça, c'est très, très, très important. Donc voilà. Après, attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter tout le reste. Il faut arrêter l'échelle de rythme, le travail en vitesse, etc. Non. Moi, je vous parle juste du phénomène du développement de la frappe. Et pour ça, ces exercices-là sont idéaux. Voilà. Mon point de vue, et c'est pas que le mien, hein, j'en ai beaucoup parlé avec Dominique Paris, qui disait justement, Dominique Paris qui sera en France bientôt, où j'aurai peut-être la possibilité de faire un live avec lui, justement pour qu'on parle de notre concept et que vous puissiez faire questions-réponses un petit peu et lui poser vraiment vos questions sur son expérience avec Oscar De La Hoya, avec Julien Lorcy, avec tous ces boxeurs qu'il a pu entraîner. Et justement, lui disait que en France, il trouvait que les boxeurs ne frappaient pas assez, qu'on accentuait trop la préparation physique sur l'endurance, sur la vitesse, plutôt que sur la percussion, chose qu'aux États-Unis, voilà, c'est quelque chose qui est plus recherché. Parce que, effectivement, le KO, ça paye toujours. Hein. C'est moins de rounds en moins lorsqu'une personne arrive à gagner par KO. C'est une économie de beaucoup de choses. Les gens aiment, c'est spectaculaire. Donc la recherche de la frappe n'est pas assez accentuée en France. Et donc, voilà, il pensait que lui, il fallait un petit peu plus se pencher là-dessus. Et je suis assez de son avis. Voilà, je pense que si on se penche un peu plus sur la frappe, et elle peut être développée, attention, hein, le KO c'est quelque chose qui est inné, mais la frappe peut être développée, il n'y a aucun problème. C'est un phénomène musculaire, c'est un phénomène qui peut être fait. C'est pas un souci. Le KO, encore une fois, c'est plusieurs facteurs. On dit que c'est inné parce que y a ce coup d'œil, il y a ce timing, hein, d'accord, que la personne elle a naturellement. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui frappe, d'accord, il a plus de chances de créer un KO. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà, un petit résumé de comment augmenter la frappe chez un boxeur, chez un combattant qui utilise ses mains, sur quelques exercices. Et ce phénomène en fait de posturologie, on va dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, de posture plutôt, qui va amener donc cette frappe, cette percussion, et qui, peu importe le gabarit, peu importe le poids de la personne, est tout à fait possible d'être travaillé sans, je le dis bien, augmenter le poids du boxeur. C'est-à-dire que là, on ne cherche pas en fait une augmentation de la masse musculaire, mais on cherche vraiment un phénomène d'explosivité, de percussion. Choses qui sont deux choses différentes. Voilà. J'espère que cette explication vous aura apporté quelque chose. Si vous voulez qu'on continue le débat à la suite donc, de ce live, je répondrai à toutes vos questions. Et j'espère que je pourrai faire donc justement un petit live, un petit peu questions-réponses avec Dominique Paris lorsqu'il sera en France. On essaiera d'en faire un tous les deux afin de parler de son expérience personnelle sur donc, la préparation physique des boxeurs, parce qu'on a quand même affaire à quelqu'un qui est pour moi un des meilleurs préparateurs physiques au monde pour les boxeurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions, à laisser des commentaires. Je vais essayer de répondre. Là, je vais couper. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. A plus!